Bonjour à tous, à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde sur les défis qui sont à relever pour passer du laboratoire à l'usine, sur les challenges fameux pour le passage à l'échelle, le fameux scale-up, quand il faut passer du gramme à la tonne, quand il faut passer de quelques dispositifs à quelques milliers, voire quelques millions. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde donc quelques témoignages pour nous donner un éclairage sur les étapes à passer. Donc, je vais commencer par Astrid Astier, qui est donc l'adjointe à la déléguée régionale académique de la recherche et l'innovation Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui représente l'État aujourd'hui. On a ensuite Jean-Michel Gouaran, qui est donc directeur adjoint à la valorisation du CEA et qui va nous donner sa vision d'un grand organisme de recherche technologique. J'ai ensuite Éric Petit, CEO donc de MagResource, les fameuses start-up industrielles, qui va donc start-up industrielle issue des travaux de Sophie, pour ne pas écorcher son nom, Joly Rivoirard, qui vient donc de l'Institut Neil et qui va donc, avec son passé d'industriel, nous donner un exemple de start-up industrielle. Et puis enfin, François Hédé, qui nous a rejoint, qui est donc le président de la SAT Lixium et qui va nous donner le témoignage d'un accompagnement à la maturation et à l'investissement d'une start-up industrielle. Alors, avant de donner la parole, je vais donner quelques chiffres pour incarner un peu ce qu'on va raconter et le sujet qui nous concerne. En mars 2023, le BPI a lancé un observatoire sur les startups industrielles. Et fin 2022, on comptait à peu près 2000 entreprises qui étaient des startups industrielles. Ça représente à peu près 12% des startups créées. Et c'est surtout des startups dans à peu près 44% des cas, des startups deep tech. Et donc on est parfaitement ici dans le thème, puisque les startups deep tech, donc issues des laboratoires de recherche académique, donnent des startups industrielles et des futures entreprises. Et enfin, pour parler un peu argent, parce qu'il y a toujours une problématique d'argent, en 2022, c'est à peu près 3,8 milliards qui ont été levés par ces startups industrielles. Et pour une fois, on peut se targuer d'être devant les Allemands, qui a fait que la France était le premier pays européen où on investissait pour faire des usines et réindustrialiser le pays, puisque à peu près 60% des startups industrielles sont en dehors de la région de l'Île-de-France et sont donc sur tous les territoires. Maintenant que j'ai donné ces quelques chiffres pour planter le décor, je vais donner tout de suite la parole à Éric, puisque finalement tu es le témoin vivant de ce que c'est de passer à l'échelle, et peut-être nous donner quelques éléments sur MagResource et puis voilà, le parcours que vous avez fait pour devenir une start-up industrielle. Merci. Donc MagResource, oui, donc nous on fait des aimants permanents qui sont utilisés dans ce qu'on appelle la transition énergétique au sens large. Ça va dans les moteurs électriques à l'intérieur des voitures, donc il y a des choses un petit peu importantes. C'est si on n'a pas d'aimant, on n'a pas de voiture. On a démarré en 2017, donc on a eu cette chance quelque part d'avoir cette recherche fondamentale qui a perduré depuis une vingtaine d'années. On a démarré en 2017 avec Lixium. Donc on a bénéficié, j'allais dire, d'un écosystème au niveau français qui est jalousé par j'allais dire, l'ensemble de l'Europe, effectivement. Lixium, incubation, maturation, on a suivi le processus, il y en a certaines qui se reconnaîtront. Et puis derrière, quelque part, on a eu la chance énorme d'être hébergé au CNRS pendant quelques années avant naturellement la partie levée de fonds financement et le démarrage aujourd'hui avec un premier site industriel dans la région grenobloise. Donc j'allais dire une histoire déjà de 5 ans pour le premier site, une ambition de faire la future Gigafactory qu'on va appeler la MagFactory d'ici 2028, toujours en Rhône-Alpes, et donc un temps long. Ça fait aussi partie des spécificités des startups industrielles, qui est qu'on démarre de la technologie, de la recherche fondamentale, et on arrive sur un process relativement long, et donc avec quelques contraintes au niveau financement, mais on y reviendra derrière. Merci. Peut-être pour compléter cette présentation, nous dire à quel stade vous en êtes là actuellement dans la ligne de production, le démonstrateur.
Voilà, aujourd'hui, donc le premier site industriel, c'est un site industriel avec des équipements de production. Donc c'était vraiment le gros passage à l'échelle depuis 2 ans maintenant, sachant que derrière il y a des problèmes de capacité. Donc il va falloir monter les capacités au fur et à mesure, parce qu'en fait là on va démarrer officiellement l'unité à partir de juin 2024 et on sait déjà que ça suffit pas. Donc on sait déjà qu'il va falloir passer à la taille au-dessus. Donc ça c'est le point positif. Voilà. Merci, et on terminera par toi pour les pistes d'amélioration, les recommandations ou les demandes que tu peux faire pour un accompagnement par l'État ou par les acteurs plus efficace et peut-être plus ambitieux. Je vais passer la parole à François Hédé pour finalement déconstruire l'accompagnement, et puis donc la SAC Lixum qui a donc maturé ce projet, qui a investi dans MacResource. Et ma deuxième question sera sur finalement comment votre accompagnement a été adapté aux besoins d'une future start-up industrielle. Oui, alors on va construire l'accompagnement. Alors on a déjà eu la chance, MacResource, c'est un des projets qui est, je dirais, emblématique de toute une filière, qui n'est pas simplement emblématique d'un de ces acteurs. Ça démarre en recherche fondamentale à l'Institut Nel. Ça a une chercheuse qu'on a nommée tout à l'heure, qui est Sophie, qui a eu cette volonté de voir sa recherche être valorisée. La rencontre avec Eric, l'accompagnement, et Christine se reconnaît dans le public au milieu de tout ça. Et dès le début, on a vu que c'était un projet avec une grande ambition, parce qu'il y a une ambition technologique au départ, celle de pouvoir recycler des aimants, avec une technologie vraiment de pointe, je ne vais pas la détailler ici, Eric le fera beaucoup mieux que moi, mais aussi une énorme ambition marché. La France ne sait plus faire d'aimants, ne sait plus approvisionner d'aimants, et c'est vraiment un élément de souveraineté extrêmement important. En termes d'accompagnement maintenant, il y a eu ce duo Eric-Sophie, et tout ce qu'on a pu faire après pour que la start-up se démarre très très peu. Que Lixum est un des fondateurs de cette magnifique start-up, et on joue notre rôle d'actionnaire, mais pas d'actionnaire comme ça, d'actionnaire accompagnant. On n'est pas des dormants. On a continué à suivre dans un parcours d'incubation puis d'accélération la société MacResource, c'est-à-dire qu'on a fait un accompagnement commercial, un accompagnement à la recherche de fonds, et puis maintenant plus sur les parties où bien entendu on intervient un petit peu moins, mais toute la partie industrielle qui permet de suivre et de monter des dossiers industriels qui deviennent finançables. Et un des points clés, c'est que ces dossiers, cette industrie doit se présenter de façon finançable par le privé, parce qu'on parle de montants très importants, et on ne se présente plus comme une start-up maintenant. Eric se présente, et avec toute justification, comme vraiment un gros industriel de demain. Merci, très clair. Et j'ai noté le « on se présente » pour continuer un accompagnement dans le temps. Absolument. Merci. Jean-Michel Gouaran, donc là aujourd'hui directeur adjoint de la valorisation au CEA. CEA, grande maison qui fait de la recherche technologique, qui est donc très tournée vers l'applicatif. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots comment le CEA pense très tôt les lignes produits, les lignes pilotes et les démonstrateurs dans le financement de ces programmes de recherche? Alors oui, 2 mots sur le CEA. Effectivement, on est comme le CNRS, un centre de recherche avec une spécificité pour la partie recherche technologique, c'est qu'on adresse des TRL relativement élevés, entre 3 et 7, donc des choses un peu plus proches de l'industrie, et qui est lié au fait qu'on travaille à 30% de notre activité, au tiers de notre activité, avec des industriels qui financent de la R&D chez nous. Et notre mission, c'est la valorisation de technologies pour la compétitivité et l'emploi, et de 2 manières, soit par des transferts à des industriels existants, soit par de la création de start-up. Et on est à plus de 230 start-up par rapport aux chiffres que tu mentionnais. Donc on a notre propre programme de maturation d'incubation. Donc c'est vrai qu'on a de l'expérience dans l'accompagnement de ces projets. Et le volet industriel est particulièrement clé, c'est-à-dire dans cette phase de maturation où on demande aux chercheurs
chercheurs de formaliser leurs projets, d'être clairs sur leurs propositions de valeur, de produire un proof of concept marché qui soit convaincant et de manière à ce qu'ils créent l'entreprise avec toutes les cartes dans leurs mains. Il faut qu'ils soient convaincants aussi sur le côté scale-up, c'est-à-dire la capacité à monter à l'échelle et à produire leurs produits ou leurs services de manière sécurisante pour eux et pour leurs investisseurs. Et à ce stade, ce qui est important, enfin, en tout cas ce qu'on essaye de mettre en œuvre côté CEA, c'est l'utilisation de plateformes technologiques. Ce sont des lieux où on regroupe équipements, compétences qui ressemblent à des lignes de production industrielles. Donc on va travailler avec des équipementiers industriels, des fournisseurs d'intrants standards. Et ça nous permet d'abord d'apporter de l'innovation dans le cadre de ce process industriel, donc sans révolutionner la supply chain et certaines étapes de production. Et ensuite, à la start-up, ça lui permet d'utiliser une ligne industrielle pour faire du prototypage, voire de la ligne pilote. Et donc, la marche pour produire les premiers kilos ou les premières centaines ou milliers de pièces, elle est beaucoup moins élevée que si on doit acheter une usine, acheter l'ensemble des équipements, etc. Donc c'est vrai qu'il faut penser très tôt l'industrialisation dans la start-up. Et en général, le directeur industrialisation, c'est le premier recrutement que fait la start-up lorsqu'elle rentre en incubation chez nous. Elles embauchent un responsable industriel externe. Très clair, merci. Et on imagine bien que tous ces moyens, ça nécessite de l'argent. Et là, je me tourne vers Astrid, qui représente finalement l'État et la capacité de l'État à financer. Et peut-être nous donner quelques mots sur les outils que l'État déploie depuis plusieurs années pour soutenir ce développement industriel. Oui. Alors, c'est vrai que l'État, depuis plusieurs années, développe un certain nombre d'outils, mais je voudrais juste revenir sur l'intervention de Bruno Bonnel hier, qui vous a parlé de France 2030. France 2030, c'est 54 milliards d'euros. Et ce projet de réinvestissement, on va dire, de réarmement un petit peu industriel et technologique et à destination de la souveraineté nationale, en fait, il a été pensé en réfléchissant un petit peu à ce qui manquait auparavant. Donc, ce qui manquait auparavant, c'est qu'on faisait de la recherche, en fait, dans nos laboratoires, que de temps en temps on faisait un prototype, mais dès qu'on devait sortir ce prototype pour le faire passer à l'échelle industrielle, eh bien on était avec, on va dire, un petit peu un no man's land en termes de financement, et souvent avec des projets qui étaient mis en échec en raison de cela. Donc en fait, ce qui s'est passé dans France 2030, c'est que sur chaque stratégie d'accélération, en fait, il y en a quand même plus d'une vingtaine dans des secteurs qui sont stratégiques d'un point de vue national, il y a un continuum qui a été conçu de financement. Ce continuum, il part de la formation et des compétences, il passe par les programmes et équipements prioritaires de recherche qui font de la recherche dans le monde académique. Ensuite, on s'occupe du transfert de cette technologie à travers, on va dire, des financements de prototypage. Et une fois qu'on a fait le prototypage, il faut accompagner les entreprises pour passer à l'échelle, construire la première usine. Et ça, aujourd'hui, en fait, c'est le fameux appel à projet première usine qui est dans France 2030, sur lesquels on a un certain nombre d'entreprises qui candidatent. Et je vais en citer quelques-unes de notre région. Vulcam, Limatech, BEFC, Essential Robotics, Inocel, Absolute System ont été des lauréats de cette AAP première usine qui va leur permettre... Oui, je ne les ai pas tous cités, pardon. Donc en fait, ils ont été lauréats justement de cet appel à projet. Ça va leur permettre de mettre en place des lignes de production pour transformer en fait ces innovations qui arrivent de la sphère académique en réalité produit. Donc je vous donne l'AAP première usine parce que c'est le dispositif qui est le plus emblématique. Mais derrière, BPI est également là pour accompagner les entreprises à travers, par exemple, des sociétés aussi, sociétés de projets d'investissement pour pouvoir prendre des parts au capital des entreprises ou encore pouvoir faire, leur permettre d'emprunter avec des emprunts garantis. Donc tout ça, ce sont des dispositifs en fait qui se complémentent pour accompagner le fait qu'on soit capable de passer à l'échelle, et ça c'est extrêmement important. Donc un autre ordre de grandeur, c'est qu'aujourd'hui en fait sur cette AAP première usine, au niveau national, on a 51 projets qui ont été accompagnés pour à peu près 240 millions d'engagés, millions d'euros.
Et il va y avoir encore un certain nombre de vagues. Ce sont des appels à projets dits récurrents. Donc en fait, petit à petit, les entreprises qui sont on va dire, en capacité de monter des lignes de production peuvent candidater sur cet appel à projet. Donc voilà. Et ce continuum, il est extrêmement important. Il faut arrêter on va dire de créer des recherches qu'on n'arrive pas à transférer en réalité produit. Et il faut le faire avec cette ambition permanente, à la fois de production industrielle sur notre territoire et dans une perspective de garantir notre souveraineté. Merci Astrid, très clair. Et je pense que ce lien et la table ici, et les représentants montrent ce lien entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, l'accompagnement et puis des entrepreneurs qui se lancent avec leurs équipes. Je reviens sur toi Jean-Michel, sur les outils que le CEA met. Tu évoquais par exemple Minatech Lab, tu peux nous en donner quelques mots? J'évoquais nos plateformes. Oui. Minatech, effectivement, le lieu où on implémente les plateformes, notamment sur le numérique, avec les salles blanches 200 et 300 mm, c'est pratiquement les plus grandes d'Europe, dédiées justement à la R&D et à ce prototypage. Donc pour nous, c'est effectivement important de maintenir ces lieux, qui sont des lieux de recherche, qui sont les lieux où naissent les innovations. Donc nos laboratoires les utilisent au quotidien, mais nos partenaires et les startups également. C'est important que ces innovations ne soient pas hors sol, ou en tout cas hors production. Et je pense que ça souligne un point important sur le fait que les startups, les premières années, elles ont accès à ces plateformes, elles naissent, elles grandissent au plus près des laboratoires, mais qu'à un moment, effectivement, il faut sortir du laboratoire, et on reviendra sur les problèmes de foncier, sur les problèmes de recrutement, mais peut-être pour continuer sur cette idée de justement grandir et être accompagné, pour une SAT, et notamment pour la SAT Lynxium, quelles actions spécifiques c'est d'accompagner une entreprise qui deviendra, une société qui deviendra une usine plus tard? Oui, alors bien sûr, il y a un accompagnement, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Dans un cas particulier de start-up industrielle, on met un certain nombre de choses en place. Il y a une partie financement qui est très importante. Les fonds auxquels on s'adresse avec les porteurs, avec la société, bien entendu, pour lever de l'argent, sont des fonds à thème qui vont être des thèmes industriels. On a une série de formations qui sont faites pour l'équipe dirigeante, qui sont orientées aussi, bien sûr, industrielles. C'est très différent de faire un projet industriel que de faire un projet de médecine où on attend forcément les marquages CE ou des essais cliniques. Et puis, enfin, il y a quelque chose que nous sommes en train de mettre en place au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Manufact Aura. Vous voyez le petit jeu de mots. Qui est un accompagnement particulier au montage des dossiers de financement des usines. Ce n'est pas très évident de se présenter devant des investisseurs industriels qui ne connaissent pas le monde de la recherche, qui ne connaissent pas le monde de la recherche publique, et de leur dire, voilà, il me faut de l'argent pour une usine. Donc on a tout un process qui permet de monter un dossier où un chercheur ou quelqu'un qui n'est pas encore dans le monde industriel ou qui va y devenir permet toute une checklist de vérifier que on aura assez de place, on aura du foncier, on aura l'électricité qui suit, que les aménagements vont venir, que le traitement des effluents est pris en compte, etc. Et ce dossier, ça reste encore qu'un dossier, un accompagnement pour un dossier, permet d'avoir un projet finançable avec beaucoup moins d'incertitudes et de problèmes que ce que c'est pour être. C'est une chose qu'on fait et qu'on est en train de monter, encore une fois, avec les 3 SAT de la région Aura. Très bien, très clair. Je me retourne de nouveau vers toi, Eric. Donc là, première usine qui est en train d'être construite, 1500 mètres carrés. Finalement, quels étaient les plus gros écueils que tu as rencontrés pour finalement faire sortir de terre ce premier démonstrateur, cette première usine? Nous on est un exemple, entre guillemets, pour dire que l'écosystème en France a été excellent, j'allais dire, dans toute cette phase de montée en puissance. Les pouvoirs publics nous supportent depuis maintenant plus de 5 ans, au niveau français, au niveau européen également. Donc de ce point de vue-là, j'allais dire, c'était vraiment très positif.
Effectivement, start-up industrielle égale équipement de production qui valent très cher. Donc là, on commence à parler gros sous et financement. Le soutien des pouvoirs publics sur la partie financement est je trouve absolument excellent de ce point de vue-là. Encore une fois, beaucoup d'engagement. Derrière, il y a une notion de risque pour la partie financement privé qui est forcément le point clé, notamment en France où l'industrie n'a pas forcément encore bonne presse. Donc voilà, on sait que ça fait partie des points faibles et aujourd'hui, à notre capital, on n'a que des actionnaires non français. Ça c'est pour la petite histoire et donc voilà, ça c'est le gros point en tant que tel. Derrière, j'allais dire, on a cette montée en cadence traditionnelle avec la partie ressources humaines, avec la partie j'allais dire réglementaire qui va derrière. Donc j'allais dire ça c'est normal. Et on a discuté quelques minutes avant la préparation et on parlait du recrutement et des compétences. Et tu me disais que en fait Magrisos n'a pas de problème pour recruter. Peut-être un petit mot sur l'attrait et l'appétence qu'ont les jeunes Isérois pour venir travailler pour Magrisource. Oui, et même de plus loin. Et même de plus loin. Voilà. On fait partie de cette tendance de réindustrialisation qui est quand même de manière qui est mise de manière très positive en ce moment un petit peu partout en termes de communication. Donc ça c'est super. On a un business model circulaire. Donc on prend du déchet d'aimant pour refabriquer des aimants neufs parce qu'on n'a pas de mine chez nous. On est sur des sujets de souveraineté, comme on le disait. Encore une fois, les aimants, il n'y en a pas beaucoup dans la voiture, mais s'il n'y en a pas, il n'y a pas de voiture. Et s'il n'y en a pas, il n'y a pas d'éoliennes, etc. Donc c'est des sujets très importants. Ça mélange à la fois la tech et la partie industrielle. La vision d'entreprise est là et sur le long terme. Et l'idée, c'est de pas refaire des usines comme moi j'ai commencé il y a quelques années de ça. Et donc effectivement un gros attrait vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de l'ensemble des employés aujourd'hui. Donc très très positif, ouais. Et peut-être justement, juste pour compléter, en fait, ce qui est important aussi, c'est de dire que en fait, la compétence industrielle, vous la portez. En fait, pour passer du laboratoire au prototype et après aller vers une réalité de production, il faut absolument intégrer des compétences qui ont cette, entre guillemets, cette antériorité dans l'industrie. Parce qu'en fait, ça ne s'invente pas dans les laboratoires, on ne sait pas forcément faire de l'industrialisation. Et beaucoup de formations derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, depuis 5 ans, c'est des apprentis qui ont commencé avec nous, qui sont restés avec nous. On a eu quasiment 0 turnover depuis 5 ans. Donc la formation, la partie formation en tant que telle, montée en compétences est bien évidente. Et effectivement, derrière, il y a l'aspect équipe où il faut apporter cette compétence qui n'était pas dans le labo initialement avec mon associé. Et ça fait un bon gâteau, une bonne recette. Jean-Michel ? Je voulais juste parler d'attractivité. Enfin, c'est vrai que la start-up, c'est un vecteur d'attractivité génial, et y compris pour des étudiants, mais y compris pour des chercheurs ou des responsables de partenariat ou des responsables marketing des centres de recherche. Donc, vous avez recruté Luc Exala chez nous, qui était un de nos grands experts, et on est très fiers en fait de pouvoir aussi contribuer, d'apporter ses expertises après création. Donc il y a un écosystème, un terreau qui est très fertile dans la région de ce point de vue-là. C'est sûr qu'à Grenoble, on est plutôt pas mal sur la partie compétences, technique, technologique. Sur la partie industrielle, effectivement, il faut monter le niveau et on est là pour ça. Merci, et je pense que notamment on parlait des compétences qui peuvent aller d'ailleurs quelques années dans une start-up, retourner dans un laboratoire, et ces allers-retours aussi permettent d'enrichir un écosystème. Je vais poser une dernière question à nos invités, puis après j'inviterai la salle à poser quelques questions sur les quelques minutes qui nous restent. On a parlé compétences, on a parlé financement, et il y avait un sujet qui était aussi un peu le foncier. Alors Eric, est-ce que ça a été est-ce que tu as eu du mal à trouver des mètres carrés pour ton entreprise ? Tu peux parler. Alors moi non, jusqu'à présent, je touche du bois, donc j'ai pas eu ce problème-là. Mais je dis j'ai pas eu ce problème-là parce qu'il a fallu chercher quand même. Ouais. Mais on a eu l'opportunité, on a sauté dessus et on n'en bouge plus. Mais voilà.
À ce titre-là, pour compléter, en fait, dans le cadre de France 2030, il y a une déclinaison territoriale en fait, de la mise en œuvre des projets. Et aujourd'hui, dans chaque département, les préfets sont mobilisés pour accompagner et débloquer des situations de ce type, en fait, en travaillant avec l'ensemble des acteurs des collectivités territoriales pour débloquer tantôt des problèmes de foncier, tantôt des problèmes d'approvisionnement, par exemple, critiques, par exemple en eau, ce genre de choses. Donc en fait, les préfets de région sont mobilisés. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller... en passant par nous, par exemple, la DRARI ou la DRETS, à solliciter ces entités-là si vous avez des problématiques, on va dire, foncières. François, pour compléter. Oui, je pense, et on y pense très très tôt dans l'accompagnement. Le foncier, c'est certes du foncier, mais c'est un foncier qui est très souvent spécialisé. Si on fait une start-up digitale, il faut juste des locaux avec des PC, ça va bien se passer. Par contre, pour des cas comme celui d'Eric ou d'autres sociétés qui sortent de Linxium, par exemple, il faut du foncier avec des spécificités. Je pense à Rosy, par exemple, sur le plateau de la Mure, où il faut de l'espace, il faut de quoi manœuvrer des camions, c'est encore différent. Il y a du traitement, il y a le réglementaire qui va avec. Pour un BEFC à Villarbonneau, c'est pareil, il faut un petit écosystème autour, il faut des gens qui viennent travailler, et c'est un foncier vraiment très spécialisé. Et là, c'est celui-là, à mon avis, sur lequel il faut travailler à tout point. Ouais, nous on est... je disais, on a eu cette chance et cette difficulté qui est qu'on était parti de zéro. On a eu un bâtiment qu'il a fallu tout construire, effectivement. Il a fallu ramener l'électricité de puissance, il a fallu ramener toutes les infrastructures et ce qu'on appelle les utilités qui va avec. Voilà, effectivement, le cadre industriel est un petit peu plus contraignant. Et puis gérer la sécurité, donc ça c'était un point spécifique à nous, mais globalement dans l'industrie il y a des risques. Et donc il faut faire les choses de manière appropriée. Très bien, merci. Il nous reste quelques minutes. Si dans la salle, il y a une ou deux questions, je pense que nos intervenants seront ravis de répondre. Alors en général, c'est là où il y a un flottement. Pas de questions, ça a été très clair. Eh bien, je vais juste remercier et peut-être conclure en disant que cette table ronde reflétait aussi probablement ce qui a bien marché, qui marche bien depuis plusieurs années. C'est finalement un travail collectif entre un rapprochement des organismes de recherche, de l'université vers le monde de l'entreprise, l'État qui a beaucoup investi à travers France 2030, et puis je crois qu'un changement de mentalité qui est de dire que monter des usines, aller retravailler dans des usines deep tech, ça permet effectivement de revivifier des territoires. On peut dire que Grenoble n'a pas besoin d'être revivifié, mais en tout cas, c'est vrai que d'autres zones ont permis de bénéficier de cette réindustrialisation. Et je pense que, pour une fois, collectivement, on peut être assez fiers de ce qui a été fait depuis une quinzaine d'années. Je vous remercie et je remercie mes intervenants pour les échanges.